Ce procès a été marqué fondamentalement par un désintérêt total de l'Afrique, de ses représentants, de ses élites, de ses citoyens. Les audiences se sont petit à petit vidées de toutes les personnes qui, au départ, y étaient présentes. Et nous avons en définitive assisté à une véritable mascarade honteuse dont le seul objectif était d'éliminer un homme, de le priver de sa liberté et aussi de sa vie en définitive. Les populations sénégalaises et tchadiennes ont refusé d'apporter par leur présence une caution aux chambres africaines qui avaient mis en place un consortium d'agences de communication rémunérées plus d'1 milliard de francs CFA à l'effet d'insulter en permanence le président Habré et sa famille. Peut-on dire aujourd'hui qu'on a assisté à un véritable procès pénal conforme aux règles de procédure internationale? L'objet de cette plaidoirie est de démontrer le contraire. 3 événements majeurs ont marqué le début de ce procès. Le premier est le refus par les autorités tchadiennes de transférer l'ensemble des responsables, auteurs directs ou pas, des faits reprochés dans l'ordonnance de renvoi du président Habré. Bien évidemment, en l'absence de co-accusés, en l'absence d'Idriss Déby, qui avait subventionné largement à coups de milliards de francs CFA ces chambres africaines, son refus de renvoyer les responsables prétendus des services de sécurité manifestait sa peur, le reniement de sa parole, la mascarade de sa prétendue venue pour témoigner, le non-respect de sa signature, la violation des obligations internationales qui imposaient la remise par les autorités tchadiennes d'un ensemble de personnes qui étaient visées par l'ordonnance de renvoi des chambres africaines et dont le nom, y compris celui d'Idriss Déby, a été révélé comme auteur potentiel des faits reprochés au président Habré. L'essentiel était de mener un procès à la va-vite pour obtenir un verdict de condamnation et mener un double procès, un procès au Tchad, où on allait en quelque sorte exfiltrer les prétendus auteurs pour les condamner. J'indique aujourd'hui que, comme témoignage de cette fantastique lutte contre l'impunité, ceux qui ont été condamnés au Tchad à de très très lourdes peines de prison ont aujourd'hui été libérés par le président Déby, graciés. C'est donc la preuve de sa forfaiture, la preuve de ce qu'en définitive, tout ce procès est un procès politique où on a voulu vider les chambres africaines de leur substance et empêcher la défense du président Habré de démontrer, à travers l'analyse des faits et de la chaîne de commandement, quelle est la responsabilité d'une prétendue victime, quelle est la responsabilité d'un prétendu auteur direct de faits de torture ou de crimes contre l'humanité, pour voir si effectivement, au sommet de la hiérarchie, il y avait une responsabilité directe ou indirecte du président Habré. Le deuxième événement majeur, c'est la plainte contre Idriss Déby. Comme vous le savez, Idriss Déby, qui avait financé ce procès, a fait l'objet d'une plainte quelques jours avant l'ouverture de ce procès. Pour une raison simple, c'est qu'il avait été en quelque sorte lui-même exfiltré de la procédure par le procureur Macky Sall, qui en définitive a enlevé ces oripeaux de magistrats sénégalais pour se faire pendant toute cette procédure, depuis l'inculpation du président Habré, comme le meilleur avocat du Tchad, comme le meilleur avocat d'Idriss Déby. Il a, dès le départ, indiqué lors des premières commissions rogatoires qu'Idriss Déby n'était pas impliqué dans cette affaire. Il a obtenu que le procureur de N'Djamena soit révoqué parce que ce dernier lui avait reproché de ne pas enquêter à décharge. Et en définitive, cette plainte permettait de souder en quelque sorte le contenu des faits qui avaient été démontrés pendant l'instruction, c'est-à-dire la responsabilité d'Idriss Déby, notamment dans ces événements qu'on a qualifiés de septembre noir en 1984, et pour lesquels il avait échappé à toute responsabilité, bien que convoqué par les juges d'instruction, et il avait même empêché en définitive tout co-accusé d'être présent lors de ce procès.
Qui avait dit, si ce n'est Mbacké Fall lui-même ou Marcel Mendy, que, à défaut de plainte, Idriss Déby ne pouvait pas être poursuivi. D'abord, cette plainte n'était pas nécessaire, les faits étaient là pour démontrer sa responsabilité, mais il était évident que le deal était que les chambres africaines ne pouvaient pas poursuivre quelqu'un qui les finançait. Ces chambres étaient en définitive, structurellement, les salariés d'un homme politique tchadien qui avait mené un coup d'État et qui n'avait d'autre objet que de poursuivre la liquidation politique et physique du président Habré. Mbacké Fall a toujours entre les mains la plainte qui a été déposée contre Idriss Déby. Même si les juges d'instruction sont partis, les chambres africaines d'instruction sont toujours là. Il n'y avait aucune raison de ne pas poursuivre Idriss Déby, éventuellement dans un procès séparé. Là aussi, c'est la responsabilité de Mbacké Fall, qui est le seul à pouvoir poursuivre Idriss Déby, mais qui est, dès le départ, parce que c'est un procès politique et parce que c'est un procès que finance Idriss Déby, décidé de l'exclure de toute responsabilité dans cette affaire, à tel point qu'aujourd'hui, ces chambres africaines sont vidées de leur sens, puisqu'en définitive, on a fait des procès bidons au Tchad, où tous les principaux responsables sont aujourd'hui libérés, contre l'échange d'accusations formées, ce sont des repentis prétendument, mais d'accusations formées contre le président Habré, mais qu'on libère aujourd'hui en échange de ces accusations. Et en définitive, en organisant 2 procès séparément, on vidait les chambres africaines de toute leur substance. Elles avaient la compétence exclusive pour poursuivre les faits commis entre 82 et 90. C'était les statuts des chambres africaines, l'accord signé entre l'Union africaine et le Sénégal, l'accord signé entre le Tchad et le Sénégal, qui étaient vidés de leur sens. Ces chambres africaines ne deviennent plus qu'un peloton d'exécution en charge d'exécuter le mandat de l'Union africaine, avec comme seule résultante un procès politique. Le troisième événement fort a été la désignation des avocats d'office, des avocats des chambres, qui ont mené tout au long de ce procès ce qu'on appelle une défense de connivence, à défaut de quelques effets de manche de temps en temps pour faire asseoir leur prétendue légitimité. C'est la première fois que nous voyons la désignation d'avocats d'office avec pour mission de casser la stratégie de défense de l'accusé. Cette stratégie a été condamnée par le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Dakar. Nous n'avons jamais vu devant une juridiction internationale qu'on désigne des avocats pour casser la défense. Et le premier élément fondamental que vous devez retenir dans cette affaire est la question que vous pouvez leur poser dès lundi matin. C'est pour quelle raison ils n'ont déposé aucune conclusion de nullité de cette procédure, remettant en cause la légitimité des chambres, remettant en cause l'organisation de la procédure, remettant en cause le calendrier fixé par Mbacké Fall et remettant en cause, en définitive, l'ensemble des irrégularités qui ont été commises pendant toutes les commissions rogatoires au Tchad. Si la presse sénégalaise révèle, et ce n'est pas moi qui le révèle, le fait que les juges d'instruction, que l'ensemble des magistrats qui sont présents au Tchad peuvent recevoir de l'argent du président Déby, ce seul fait à lui seul anéantit la mission de justice. On ne peut plus juger quelqu'un quand les magistrats perçoivent de l'argent de la part du financier de ce procès, en plus de leur rémunération comme magistrats. Ce procès devant n'importe quelle juridiction internationale aurait dû s'évanouir, s'anéantir. Aux États-Unis, le pays de Reed Brody, en France, en Angleterre, n'importe quelle juridiction aurait annulé ces procédures.